D'abord, c'est qu'en effet, je pense que la morale n'est légitime qu'à la première personne. La question morale, c'est que dois-je faire? C'est pas que doivent faire les autres. Je dis souvent, pour les autres, le droit et la miséricorde suffisent. Cela dit, comment les hommes politiques vont-ils se racheter? Mais sont-ils si coupables que ça? Sommes-nous citoyens tellement merveilleux? Je crois qu'il faut arrêter avec le politique bashing, si j'ose dire. Vous savez, moi je crois qu'au contraire, il est urgent de réhabiliter la politique et qu'on n'y parviendra pas en crachant perpétuellement sur ceux qui la font. Moi, j'ai pris conscience de ça du temps de Nicolas Sarkozy, pour qui je n'avais pas voté, mais je vois tous mes amis autour de moi, presque tous de gauche, me dire en substance que Nicolas Sarkozy sacrifie, au moment du bouclier fiscal, Nicolas Sarkozy sacrifie les intérêts de la France à ses amis les riches. Je trouvais que ça lui prêtait très peu de patriotisme et un grand sens de l'amitié. Après tout, pourquoi pas? Mais en revanche, que Sarkozy sacrifie ses propres intérêts aux intérêts de ses amis les riches, là, c'était lui prêter un altruisme dont je le crois, comme nous tous, incapable. Or, quel était l'intérêt de Sarkozy? Il y en avait en gros 3. Être aimé, il en a tellement besoin. Laisser une image positive dans l'histoire, enfin, et peut-être surtout, se faire réélire. Pour obtenir ça, qu'est-ce qu'il fallait qu'il fasse? Mais qu'il améliore le sort de notre pays, la situation de la France, et spécialement qu'il fasse reculer le chômage. Alors, on peut constater qu'il a échoué, mais penser qu'il l'a fait exprès pour faire plaisir à ses amis les riches, c'est dépourvu de toute plausibilité. Mais vous avez bien vu que les choses étaient devenues immaîtrisables avec les réseaux sociaux. Il est donc battu. On élit François Hollande. Et au bout de quelques mois que reproche la gauche du PS, la même chose. François Hollande sacrifie la France et la gauche à des riches qui n'étaient même pas ses amis. Ça devient totalement invraisemblable. Emmanuel Macron, la même chose. Emmanuel Macron, la même chose. On lui reproche de sacrifier la France à des riches dont certains sont peut-être ses amis. Mais là encore, quel est l'intérêt de Macron? Son intérêt personnel, être aimé, laisser une image positive dans l'histoire, éventuellement se faire réélire. Imaginez qu'il sacrifie son propre intérêt pour faire plaisir à quelques millionnaires ou milliardaires, c'est n'avoir rien compris à ce qu'est l'humanité. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que se développe dans notre pays une espèce de paranoïa où des millions de gens sont convaincus que le but secret des hommes politiques, c'est de nuire à leur peuple. Mais il y a eu des scandales, il y a eu l'affaire Fillon, voudrait-il nuire à ses électeurs? Il y a des affaires autour de responsables politiques qui ont trahi une sorte de morale. Oui, il y a Cahuzac, il y a quelques affaires scandaleuses qui ont été... L'affaire Fillon aussi. Oui, mais il n'y en a pas... Il y a pas non, mais elle vient de là. Il n'y a pas une majorité, à ma connaissance, d'hommes corrompus parmi les députés ou les ministres de notre pays, si vous voulez. Et donc, moi, je crois qu'au contraire, il faut arrêter de mépriser les hommes politiques de façon systématique. Il faut condamner ceux qui sont condamnables. La justice est là pour ça. Mais il faut aussi que les Français s'interrogent sur leur rapport à la politique. Parce que 3 dirigeants aussi différents que Sarkozy, Hollande et Macron, mais c'était vrai aussi de Chirac avant. Subissent le même sort. Ça a été vrai de Mitterrand avant, si on met de côté les périodes de cohabitation. Autrement dit, les 5 derniers présidents ont tous atteint, au bout de quelques mois ou 1 an ou 2 de pouvoir, une extrême impopularité. Alors, on peut penser qu'on a élu 5 présidents nuls, mais... Alors, il faut s'interroger sur nos propres capacités de citoyens. Moi, j'ai tendance à penser plutôt que les Français demandent à l'État des choses qui ne sont pas possibles. Et donc, si on demande... L'exemplarité parfaite. Oui, là encore, ce n'est pas tellement une question de morale, c'est une question d'efficacité. Il y a l'affaire Cahuzac, il y a quelques affaires comme ça, Griveaux, tout ce que vous voudrez. Mais s'ils avaient du travail, ils ne se plaindraient plus de leur président. Si l'économie allait mieux, si la France n'était pas l'un des pays d'Europe où le taux de chômage est le plus élevé, on aurait moins de soucis à se faire et nos hommes politiques seraient moins critiqués. Et donc, une politique se juge d'abord à l'efficacité. Et les problèmes que nous rencontrons aujourd'hui sont essentiellement économiques et écologiques. Voilà les vrais enjeux. Sur France Inter, on vous a demandé d'imaginer le monde dans 200 ans et vous avez notamment répondu ceci: il n'est pas impossible qu'aucune démocratie dans 2 siècles n'existe plus nulle part, qu'il n'y ait plus dans le monde entier que des dictatures, des États totalitaires militaires ou mafieux qui auraient supprimé toute liberté d'expression, toute élection, toute manifestation, toute grève, enfin qui renieraient indéfiniment par la violence, le bourrage de crâne, la terreur. Vous le pensez vraiment ? C'est possible. Et c'est ce que j'appelle une anti-utopie. C'est-à-dire imaginer le pire pour prendre du recul et juger le présent. Parce que dans l'hypothèse que je fais, plus aucune démocratie au monde dans 200 ans, les quelques démocrates qui resteraient ici ou là, qui se réuniraient clandestinement, quand ils penseraient à la situation de la France, par exemple, dans les années 2000, ils diraient « mais c'était merveilleux. On pouvait s'exprimer librement dans la presse, sur les réseaux sociaux, on pouvait critiquer le gouvernement, le président de la République. Quelle belle époque !»
Or, c'est cette époque-là que beaucoup d'entre nous jugent insupportable, scandaleuse, haïssable. Vous voyez, c'est un peu comme l'histoire que j'évoquais d'une possible épidémie beaucoup plus grave que celle du coronavirus. Quand on imagine le pire, qu'on l'envisage comme possible, voire comme probable, mais bien sûr pour le retarder, pour l'éviter si possible, on est mieux à même de juger le présent. Eh bien, une fois qu'on a compris que nous ne sommes pas à l'abri d'une épidémie beaucoup plus grave qui mettrait en question l'existence même de l'humanité, le coronavirus prend une proportion moins grave. Une fois qu'on a compris que dans 2 siècles, rien ne garantit qu'il y aura encore des démocraties, nos petits problèmes de vie démocratique, qui sont réels, mais prennent là encore des proportions moins graves. Donc voyons le pire et on se contente de ce qu'on a. Oui, autrement dit, plutôt que de rêver toujours le meilleur et donc considérer que le présent, le réel est nul, envisageons parfois le pire et on verra que le réel n'est pas si mal que ça. D'autant que nous vivons en France, interrogez les Syriens par exemple, ces millions de gens qui ne rêvent que d'une chose, c'est de venir en Europe, ça prouve qu'au fond, nous vivons dans des pays où il fait bon vivre et au lieu de nous haïr tant, moi ce qui m'inquiète dans la situation de la France aujourd'hui, ce n'est pas le coronavirus, c'est la haine, c'est l'agressivité, c'est la violence. Moi, je suis convaincu qu'au fond, entre démocrates, ce qui nous rapproche est plus important que ce qui nous oppose. Ça n'empêche pas le débat, ça n'empêche pas le combat politique, mais ça devrait empêcher la haine. Spinoza disait qu'il faut combattre la haine par l'amour et la générosité. Alors, peut-être qu'en politique, l'amour, la générosité, c'est un peu beaucoup nous demander, mais on pourrait au moins demander du respect, de la tolérance et surtout arrêter avec ce climat de haine et d'agressivité qui affaiblit notre démocratie et qui donc rend moins inenvisageable l'hypothèse effrayante que j'évoquais d'une disparition de la démocratie. Si on comprenait mieux que la démocratie peut disparaître, on l'aimerait davantage, on la défendrait davantage. De même que si l'on pensait plus souvent que nous allons mourir, on vivrait mieux et plus intensément. Avoir pensé à la mort, ça n'est pas une raison pour mal vivre, au contraire, c'est une raison pour vivre le mieux qu'on peut. Eh bien, penser le pire, penser que la démocratie peut disparaître, c'est une raison de plus pour défendre la démocratie comme la prunelle de nos yeux.